Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, Gérard et le professeur Hervé m'ont demandé de faire la synthèse de cette matinée. Donc voilà, j'ai pris des notes tout au long des propos des collègues. Je vais peut-être synthétiser à partir de ce que nous a donné Édouard Durand en reprenant son propos. Pour juger, il faut savoir. Et puis après, je vais parler de la question des freins. Et puis pour partir sur une démarche optimiste, comment on est quand même en train, pour reprendre ce que disait Martine Brousse, comment on est quand même en train aujourd'hui de tenter de lever ces freins. Voilà comment je vais construire mon propos. Alors sur la question pour juger, il faut savoir, je crois qu'on a eu la démonstration avec nos trois collègues qui sont intervenus, qu'en effet il y avait une construction, il y avait la nécessité d'une construction de savoir, d'une construction de savoir référencé, c'est-à-dire pas simplement la juxtaposition de savoir individuel et de savoir, je dirais, empirique, mais bien une construction de savoir référencé. Et on a été jusqu'à, et la démonstration de Jean-Marc en a été, je dirais, l'apogée, jusqu'à la question de la modélisation des savoirs, c'est-à-dire modéliser le savoir pour qu'il puisse être reproduit et pour qu'il puisse, bien évidemment, être enrichi et pour qu'il puisse être évalué. Donc là, il m'a semblé que c'était bien un fil rouge sur cette question des savoirs nécessaires pour juger, que ce soit les savoirs que doit apporter l'expert, mais aussi tous les autres intervenants. Donc le deuxième fil rouge, c'est la question de la construction de ce savoir en commun, donc la question de la pluridisciplinarité et de la pluriprofessionnalité. Je crois que c'était très important ce que nous a dit Édouard Durand, et là encore la démonstration qu'a fait Martine et Jean-Marc à partir des unités d'accueil médico-judiciaire pédiatrique en sont vraiment une illustration. Il faut qu'on se forme ensemble. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait, en tout cas c'est ce qu'ils nous ont donné à entendre, qu'il y ait des hiérarchies de savoir. Et on sait bien que dès qu'on pense équipe, c'est très compliqué qu'il n'y ait pas des hiérarchies entre ce que dit le médecin, ce que dit le psychiatre, ce que dit l'infirmière, ce que c'est l'assistante sociale. On a des hiérarchies de compétences, des hiérarchies de savoir qui s'installent. Et moi, ce que j'ai entendu dans ce qui nous était proposé, c'était véritablement qu'il y ait une construction ensemble de savoir référencé et modélisé, et que cette construction ensemble n'était pas une construction en termes de hiérarchie, mais une construction en termes d'équipe. Et ça m'a semblé important dans ce qui nous était dit, aujourd'hui. Et puis on nous a dit également que ces savoirs, au-delà du référencement et de la modélisation, nécessitaient de la méthode. Une méthode partagée, et alors là je ne reprends pas tout ce que tu nous as fait là, qui était en effet extrêmement méthodologique, une méthode partagée, mais une méthode partagée avec des invariants. Ces invariants sont à la fois la question de l'unité de temps et de lieu, et vous avez été plusieurs au moment des questions à poser la question de la temporalité. Je tirerai ce fil de la temporalité pour dire que ce que vous avez également posé comme question et ce qui nous a été amené, c'est la question de la temporalité au regard de l'enfant. On a tous des temporalités professionnelles, voilà. On a tous des temporalités individuelles, c'est-à-dire nos temporalités d'adultes. Moi, il me semble que ce qu'on nous a ramené ce matin, c'est la question de la temporalité au regard de l'enfant. Et la question, et ça c'est Édouard qui l'a, je dirais, amené à la fin de son propos, du sens de l'action, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on est bien, en tout cas ce qui nous a été décrit ce matin, était bien dans le cadre de la procédure pénale. La procédure pénale est bien pour trouver un coupable, et que l'absence de coupable ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de victime. Ce qui veut dire que le sens de l'action pour l'enfant n'est pas le sens de l'action pour l'institution. Et ça me semble extrêmement important quand on est dans ce travail en procédure pénale, de bien faire à chaque fois le distinguo. C'est bien la temporalité de l'enfant qu'il est nécessaire de garantir, et c'est bien sa reconnaissance de sa souffrance, sa reconnaissance de son traumatisme qu'il est nécessaire de garantir. Ce qui ne veut pas dire que c'est ce sens-là que l'institution attend de cette action-là. Et bien évidemment, cela va faire tension, puisque le sens pour l'enfant et le sens pour l'institution n'est pas le même. Donc ça va faire tension, et il me semble, et ça c'est que plus la culture est commune, plus les méthodes sont communes, plus ça nous permet
de négocier avec cette tension et donc de permettre de respecter à la fois l'enfant et ses besoins et à la fois le sens de l'action. Alors après, ce qui nous a été également apporté, c'est que ça ne se terminait pas à ce moment-là pour cet enfant. D'abord, ça n'avait pas commencé à ce moment-là. Chacun nous a dit le nombre de fois où il avait déjà dû raconter son histoire. Donc ça ne commence pas à ce moment-là et ça ne se termine pas à ce moment-là. C'est-à-dire que nous avons à plusieurs reprises, que ce soit aussi bien Édouard Martine que Jean-Marc, c'est comment on va prendre soin de l'enfant pendant et après. Et que donc ça ne peut pas être cette démarche-là, cette démarche de recueil de la parole de l'enfant, cette démarche d'expertise, ne peut pas être complètement, je dirais, ignorer la nécessité du prendre soin, et notamment la nécessité du prendre soin de l'enfant après. Et il me semble que ce qui a été proposé, c'est que toutes ces actions s'organisent à partir d'une référence commune, et c'est toute la question de la culture commune, à partir d'une référence commune. Et là, je m'inscrirai en faux sur ce que nous a proposé Édouard des 4 principes proposés par Laurence Bellon, totalement, parce que ce qui doit faire le socle de notre culture commune et donc de nos références communes, c'est bien les besoins fondamentaux de l'enfant, la satisfaction de ses besoins fondamentaux au regard de son développement. C'est-à-dire l'article 1 de la loi du 14 mars 2016 qui définit les missions de la protection de l'enfance. Alors peut-être qu'il faut que cette définition des missions de la protection de l'enfance qui sont prévues dans le Code de l'action sociale et des familles arrive à se dire aussi dans le Code civil si les juges considèrent que seul le Code civil et le Code pénal sont leurs outils juridiques. Je rappellerai que là aussi, il n'y a pas de hiérarchie dans les lois ordinaires et qu'une loi sociale est aussi obligatoire qu'une loi civile ou qu'une loi pénale. Donc voilà, donc, ce qui est inscrit dans le Code de l'action sociale et des familles doit aussi être ce qui guide les juges pour enfants. Je redirais aussi dans cette synthèse ce qu'a évoqué le professeur Hervé, c'est quand même qu'on est dans une démarche où les choses, cette construction d'une culture commune, cette construction de faire équipe ensemble, sont quand même, je dirais, moins compliquées qu'il y a quelques années, parce qu'il y a eu des évolutions sur le partage du secret professionnel et des évolutions sur la définition d'une équipe médico-sociale. Alors, ça serait trop bien si on se disait qu'on y était presque. Il y a quand même encore des freins extrêmement puissants. Et là, je vais attirer votre attention sur la puissance de ces freins. Et j'en parlerai un petit peu moi aussi, comme l'a fait Martine. Ces freins sont quand même totalement à l'œuvre. On l'a vu dans les derniers projets de loi sur la répression des infractions sexuelles sur mineurs. Donc on est vraiment sur des freins extrêmement puissants. Des freins socio-culturelle. On a en France une culture familialiste. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir comment on a commencé sur les 4 principes en assistance éducative, qui sont le retour en famille, le respect des convictions religieuses et politiques de la famille, l'adhésion de la famille, et en 4e, l'intérêt supérieur de l'enfant. Ce qui n'est pas du tout ce que dit l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant, qui précise que ce qui doit dominer, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant. Donc là, je crois qu'il faut rappeler aussi quelle est la hiérarchie, je dirais, des obligations. C'est bien le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Donc une culture familialiste extrêmement active, qui bien évidemment est une culture familialiste qui, à mon sens, et ça c'est mon analyse personnelle, donc je ne m'appuierai sur aucun texte, hélas, pour l'objectiver, mais une culture familialiste qui, pour moi, s'inscrit complètement dans une culture totalement implicite dans le cadre de la domination domestique du système patriarcal. Donc, ça, c'est extrêmement fort, ce qui veut dire que tout ce qui va être de la violence domestique, qu'elle soit à destination des enfants, à l'encontre des enfants, excusez-moi, ou à l'encontre des femmes, ou à l'encontre des personnes âgées, ou à l'encontre des personnes vulnérables qui vivent en famille, cette acceptation, cette implicite de la légitimité de la violence domestique, eh bien, on en est encore là. Et pourquoi ce frein est un frein extrêmement puissant ? Il n'y a qu'à voir, c'est quand même un invariant universel. Il y a quand même très rarement une culture, une civilisation qui échappe
à cette culture de la domination domestique du système patriarcal. On a quand même énormément, c'est quand même un grand universel, d'où la résistance des freins. L'autre frein qu'on a vu à l'œuvre ces dernières semaines, ces derniers mois, c'est l'opposition réelle, ça fait tension, l'opposition entre les principes de la protection de l'enfance et certains principes fondamentaux, juridiques. On l'a vu que ce qui a été mis en avant par le Conseil d'État, comme par un certain nombre de juristes, pour refuser qu'il y ait la création d'une infraction spécifique de pénétration sexuelle d'un enfant par un adulte, a été la mise en avant des droits de la défense, des droits à un procès équitable et surtout du droit, enfin de l'obligation de prouver l'intentionnalité de l'auteur à commettre un crime ou un délit. C'est-à-dire que ni l'âge de l'enfant, ni l'acte de pénétration semblaient suffisants pour le Conseil d'État pour définir l'intentionnalité de l'auteur à commettre un acte interdit. Ce qui est quand même le comble. Je rappellerai juste qu'il y a 9 pays européens qui le font sans qu'ils soient considérés comme des dictatures attentatoires aux principes fondamentaux des droits de l'homme. Donc c'est bien qu'il s'agit d'autre chose, c'est bien que c'est un faux-né, un prétexte pour asseoir, continuer à asseoir cette domination domestique. J'ajouterais, pour expliquer ces tensions à l'œuvre, et ça c'est Jean-Marc qui m'a susurré ça tout à l'heure dans le creux de l'oreille, on est en train de travailler par exemple, et ça à juste titre, à la protection des données personnelles. Et d'un seul coup, Jean-Marc m'a dit, mais alors qu'est-ce qu'on va faire de toutes nos auditions filmées, stockées, si ceux qui ont été filmés vont avoir le droit de demander des corrections? Ah ben non, ça ne me plaît pas, si vous pouviez enlever ça ou enlever ça. Puis moi, je me suis dit, mais alors, c'est pas moi qui me suis dit, c'est dans le cadre du Conseil national de protection de l'enfance, une collègue de l'ASE de Paris nous a dit, mais alors ça veut dire que n'importe quelle mère ou n'importe quel père pour pouvoir nous demander d'effacer dans le rapport d'évaluation des informations préoccupantes qu'on aura, comment dirais-je, rentré sur notre boîte informatique, informatisée, ils vont pouvoir nous demander de retirer la phrase là, qu'ils ne veulent pas, de retirer ci, de retirer ça. Et ça veut dire qu'on n'aura plus du tout de traçabilité des informations préoccupantes. On n'aura surtout pas de traçabilité des actes de violence commis parce que bien évidemment, les parents violents vont nous demander d'effacer le petit bout qui ne va pas bien. Et donc, on voit bien que là encore, ça va faire tension. Je crois qu'il va falloir... Donc, il me semble qu'un des freins qui est absolument à l'œuvre, c'est qu'on n'arrive pas à accepter que, oui, la protection de l'enfance nécessite des dispositifs juridiques adaptés qui vont rentrer en tension avec d'autres principes juridiques. Et qu'il faut que le législateur choisisse quel est le principe juridique qui va l'emporter lorsqu'il va s'agir de la protection de l'enfance. Pour l'instant, on a perdu la bataille. À chaque fois, c'est la protection de l'enfance qui perd. On le sait bien, mais peut-être que nous arriverons à un moment donné à faire reconnaître que l'enfant n'est pas un adulte en miniature, que l'enfant est un sujet singulier, et là vous l'avez tous démontré au regard de ses besoins fondamentaux et au regard de son développement, et qu'il a besoin donc d'une protection juridique spécifique, même si ça doit aboutir à affaiblir un certain nombre d'autres droits, dont le droit des parents, dont le droit des présumés coupables, dont le droit du respect aux données personnelles. Vous voyez, je suis un peu, comment disait Édouard Durand, je suis un peu dans le pari de l'engagement, de l'absence de nuances. Mais il me semble que ça, c'est des freins importants. Le troisième frein important que je vois à la question que nous avons traitée ce matin, Édouard l'a un peu effleuré, mais j'y reviens, c'est le traitement judiciaire en silo. Là, on a beaucoup parlé de la question, et c'est normal, de l'expertise au pénal, du droit des enfants au pénal. Or, nous savons bien, et Édouard l'a présenté, puisqu'il ne parlait pas au niveau du pénal, il parlait de sa place donc, du civil, c'est-à-dire juge des enfants, juge aux affaires familiales, c'est le traitement judiciaire en silo. Et notamment, je vais vous donner un exemple qui est bien connu de la voix de l'enfant. Vous pouvez tout à fait avoir une situation comme ces enfants, les enfants de la cave de la Courneuve,
où le père va être poursuivi pour des maltraitances qui ont duré plusieurs années en enfermant ses enfants dans la cave, avec une interdiction, bien évidemment, dans le cadre de son contrôle au pénal, de rencontrer ses enfants. Et vous pouvez avoir en civil, en assistance éducative, un juge pour enfants qui va organiser des droits de visite. Et vous pouvez avoir au civil un juge aux affaires familiales qui va organiser un maintien de l'autorité parentale où on va demander à l'agresseur emprisonné de consentir au suivi psychologique de l'enfant victime. C'est ce que j'appelle les traitements judiciaires en silo, où chacun reste dans sa logique juridique d'expertise. L'un va garantir la coparentalité, l'un va garantir le maintien des liens, même en assistance éducative, et puis le juge pénal va garantir le fait que l'agresseur ne soit pas en lien avec le témoin et la victime dans le cadre de la poursuite de l'instruction pénale. Et bien évidemment, tout ce monde-là ne va pas se parler et les décisions vont être prises en silo. On voit bien que l'enfant n'est pas central, c'est bien l'action, le sens de l'action judiciaire qui est central. Je reviens à ce que disait Édouard. Et il me semble qu'à un moment donné, il faut que le sens de l'action judiciaire ne soit en cohérence avec l'enfant qu'il doit accompagner. Alors, voilà moi quels sont les freins que je vois aujourd'hui très à l'œuvre. Et ces freins sont d'autant plus à l'œuvre qu'encore une fois, on est dans des freins socioculturels. Après, il y a des freins techniques, mais qui alimentent, qui étayent les freins socioculturels. Et ces freins sont d'autant plus efficaces que les avancées existent. Vous voyez, on est dans une sens progression-réaction. Voilà, on est en conflit. On est en conflit, il faut l'accepter. On est dans une zone de conflit. En tout cas, de contradiction, si on ne veut pas accepter le conflit, en tout cas de tension, de contradiction. Les avancées sont fragiles, on l'a vu avec l'exemple d'Outreau où on avait cru réussir quelque chose et puis il a suffi d'un seul procès pour qu'on reparte en arrière, mais elles existent quand même. On est de plus en plus, je pense, sur des consensus qui se construisent sur la nécessité d'une culture partagée. Et ça fait sens. Je regarde Maurice Berger, dont ça a été le combat depuis des décennies, la question de cette culture partagée autour des besoins fondamentaux de l'enfant et de son développement. Il y a eu une conférence de consensus dans le cadre de l'élaboration de la loi du 14 mars 2016. La conférence de consensus, c'était une revendication des professionnels de la protection de l'enfance depuis plus de 15 ans, ce que fait le champ sanitaire de façon assez classique. Enfin, on a eu une conférence de consensus qui a défini les besoins fondamentaux de l'enfant en protection de l'enfance. Et comme son nom l'indique, c'est censé faire consensus. On a bien vu que c'est encore compliqué pour les magistrats, mais c'est censé faire consensus. Donc, on a des stratégies de construction du consensus au niveau national qui sont à l'œuvre. On est en train de travailler dans le cadre du Conseil national de protection de l'enfance, dont j'assure la vice-présidente, sur l'organisation d'un référentiel national d'évaluation des informations préoccupantes qui concerne l'ensemble des acteurs, de façon à ce qu'on parle la même langue, qu'on évalue avec la même méthodologie lorsqu'un enfant nous préoccupe, qu'on soit assistante sociale scolaire, qu'on soit éducateur de l'ASE, qu'on soit pédicultrice de PMI et qu'on soit juge pour enfants, c'est-à-dire qu'on ait la même langue, les mêmes préoccupations et la même méthodologie de compréhension. Donc on voit bien qu'on est en train de travailler sur la construction de consensus. La stratégie nationale de protection de l'enfance qui est en train d'être élaborée va aussi prévoir des conférences de consensus pour se mettre d'accord sur des indicateurs de vulnérabilité ou pour se mettre d'accord sur des indications concernant les interventions à domicile. Donc on voit bien, on est dans une période où on peut penser espérer construire le consensus. Ce que nous a dit le professeur Hervé sur le fait que la mobilisation de l'université sur la question des savoirs, de la recherche, même si c'est encore balbutiant, même s'il y a encore des freins, on voit bien que la mobilisation de l'université va faire partie de cette construction du consensus et du savoir, le consensus. Donc ça me semble important en termes d'avancée. Et puis, sur lequel il me semble aussi qu'on est en train de se mettre d'accord, même si j'attire votre attention qu'on n'a pas été très bon
sur le dernier épisode sur la loi réprimant les infractions sexuelles, nous n'avons pas réussi à construire le consensus entre nous, c'est-à-dire notamment entre la question des violences faites aux femmes, la question des violences faites aux enfants, entre les intérêts singuliers de plusieurs associations et les intérêts singuliers de plusieurs professionnels. Nous n'avons pas réussi à faire le consensus pour apporter une proposition unique aux parlementaires. Je pense que là, ça aurait changé le rapport de force. Nous n'avons pas réussi, mais nous allons apprendre de nos erreurs. Peut-être que la prochaine fois, nous serons dans une proposition consensuelle. Donc, il faut qu'on se mette d'accord sur la notion d'enfance. On voit bien qu'on nous a divisés sur les 13 ans et les 15 ans. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Mettons-nous d'accord. Et nous avons assez de données, notamment de la recherche, notamment des données sur les développements de l'enfant, etc. Bien sûr que nous ne serons jamais dans la singularité du sujet. Bien sûr, le sujet sera toujours singulier. Mais osons une modélisation et mettons-nous d'accord sur ce qui protège le mieux l'enfant. Voilà. Mettons-nous d'accord et arrêtons de nous faire disperser et de nous faire diviser sur ce qui n'est pas l'essentiel. Donc l'essentiel, c'est que nous construisions ensemble ce qu'est un enfant et quel est son régime spécifique qui doit lui être attribué pour le protéger. Ça me semble extrêmement nécessaire comme avancée, et là, on a encore beaucoup à travailler. Je voudrais juste dire comme dernière avancée qu'il me semble important, c'est qu'il me semble que la société civile peut être à l'écoute. Il me semble que la préoccupation concernant les enfants maltraités, les enfants violés, les enfants négligés, peut être une préoccupation partagée par la société civile et par le grand public. Encore faut-il accepter de construire cette représentation vis-à-vis du grand public, là aussi en simplifiant le propos. On ne peut pas être dans la complexité. La complexité, si on veut que l'ensemble des personnes rejoignent une compréhension partagée de ce phénomène, qui est un phénomène, encore une fois, qui est euphémisé, qui est banalisé, parce qu'il y a des résistances socioculturelles fortes. Donc je terminerai juste mon propos sur les chiffres que nous avons publiés dans le cadre du Conseil national de protection de l'enfance. La première fois que ces chiffres sont publiés au niveau national, non pas qu'ils n'existaient pas, hein, ils ont toujours existé, hein, mais c'est la première fois où il y avait une instance officielle qui osait les publier. Et encore, ce ne sont que les chiffres police et gendarmerie, c'est-à-dire la partie très immergée de l'iceberg, très très immergée de l'iceberg. Donc ces chiffres sont quand même de 73 000 enfants victimes de violences en France en 2016, recensés par la police et la gendarmerie, c'est-à-dire vraiment que ce qu'on a caractérisé comme violence, 73 000, 53 000 de violences physiques et 20 000 de violences sexuelles, et sur ces 20 000, 7 000 viols, donc un viol toutes les heures. Viol sur mineur. Donc voilà, le fait de travailler à une représentation partagée du phénomène, de considérer que ce phénomène concerne la place qu'on laisse à l'enfant et à sa protection dans la société, me permet de dire qu'on est en train d'avancer sur une démarche de construction du consensus, à la fois dans la représentation, à la fois dans la construction d'une connaissance partagée, et pourquoi pas, si nous y arrivons, sur des propositions partagées à proposer aux instances politiques. Merci. Bravo. Superbe comme synthèse. Tout ça, vous les aurez, bien entendu, on va demander, tout, etc. Parce qu'on a besoin des données, on a besoin, et tout le monde a besoin de les savoir. 14h15 au plus tard. 14h15 au plus tard et bon appétit.